Masachet Eruvin Daf Lamed He. On va commencer Bezrat Hashem Daf Lamed Dalet Amud Bet en bas, on était au milieu d'un sujet. On a vu dans la Mishnah, si le Eruv Troumin, il a été placé dans une armoire, et voilà que la clé a été perdue. Nous avons vu dans la Mishnah une marloquette à savoir est-ce que c'est un bon Eruv ou un mauvais Eruv. La Gemara qui s'était étonnée dessus, mais qu'est-ce qu'il peut faire avec ce Eruv s'il est enfermé dans une armoire, alors qu'il n'a pas de clé? Il ne peut pas profiter du Eruv, donc ça ne devrait pas être un bon Eruv. La Gemara avait répondu, il s'agit pas vraiment d'une armoire, il s'agit plutôt d'une construction en briques, sans ciment, et notre Mishnah elle parle de Yom Tov, et donc pendant Yom Tov, il aurait été permis, selon Rabbi Meir, de casser les briques, parce qu'elles ne sont pas vraiment attachées, donc de les décomposer, pour ressortir le Eruv de l'intérieur, et de cette manière-là, on aurait pu effectivement profiter du Eruv. C'est pour ça que selon Tanakama, c'est un bon Eruv, tandis que Rabbi Eliezer dit que c'est pas un bon Eruv si on ne sait pas où est la clé. Lui, il penserait qu'on ne peut pas casser. On ne peut pas casser les briques pour retirer le Eruv. Donc la Gemara avait demandé là-dessus, mais pourtant, cette halakha n'a été, donc de casser les briques, ça a été permis que pendant Yom Tov. La Gemara avait répondu, effectivement, on dirait que notre Mishnah parle de Yom Tov. Donc, un Eruv qui a été placé pour Yom Tov. C'est ce que la Gemara dit. Odaf Lamed Dalet Amud Bet, à 4-5 lignes d'en bas. Ve'amar Rabbi Zera, B'Yom Tov Amura Valo B'Shabbat. Pourtant, Rabbi Zera dit que tout ce qui a été permis, c'est que pendant Yom Tov, de casser ces briques là, mais pas pendant Shabbat. Répond la Gemara, Chinami B'Yom Tov. Effectivement, dans notre Mishnah, il s'agit de Yom Tov. Hier, si c'est comme ça, demande la Gemara. Haïlu Dektan Ne'ala. Voici ce qu'on a enseigné sur notre Mishnah, une braïta qui explique, une braïta qui ajoute une précision dans notre Mishnah et qui dit, Rabbi Eliezer Omer ou Rabbi Elazar Omer, selon les versions, Im Ba'ir Avad Eruvo Eruv. Im Basada Avad Eruvo Eruv. Il y a une grande différence à savoir, c'est est-ce que la clé a été perdue dans la ville ou bien dans les champs. Si c'était perdu dans la ville, c'est un bon Eruv. Si dans les champs, c'est pas un bon Eruv. Donc la Gemara elle comprend. La différence entre la ville et les champs, c'est par rapport à portée. Dans la ville, il y a des reshut hayachid. On peut faire passer d'un reshut hayachid à l'autre, comme on verra par la suite. Et dans les champs, c'est pas le cas. Dans les champs, c'est carmélite. Et donc, il est interdit de porter la clé. C'est pour ça que si elle était perdue dans la ville, alors encore, on pourrait trouver une solution pour amener la clé jusque l'armoire. C'est un bon Eruv. Tandis que dans les champs, c'est pas un bon Eruv. La Gemara demande, mais tout ça, je comprends pour Shabbat. Mais s'il s'agit de Yom Tov, quel est le problème de porter la clé? Veibi Yom Tov, dit la Gemara, la dernière ligne du Daf Lamed Dalet. Veibi Yom Tov, Malir ou Malisade, quelle importance ici dans la ville ou dans le champ? S'il s'agit de Yom Tov, de toute façon, je peux porter la clé. Donc, cette différence-là me prouve qu'il ne s'agit pas de Yom Tov, il s'agit de Shabbat, revient donc la question. Comment est-ce que pendant Shabbat, il pourrait ressortir son Eruv d'une armoire sans clé? Pendant Yom Tov, on a permis encore de casser les briques, comme on a dit. Mais pendant Shabbat, c'est impossible. Répond la Gemara, et là on commence le Daf Lamed. Chasurem et Chasra ve'achiktan, effectivement, il manque des mots. Et voici comment il faut enseigner. Netana b'migdal, ve'na'al befanav, ve'avad ha'mafteach. Arez Eruv. Il a mis le Eruv dans b'migdal, dans une armoire. Ve'na'al befanav, il a fermé à clé. Ve'avad ha'mafteach, la clé a été perdue. Arez Eruv, c'est un bon Eruv. Et ici, il faut ajouter les mots suivants. Bamed verim amurim b'yom tov. Ce que la Mishnah permet de s'appuyer sur ce Eruv, de compter sur ce Eruv, c'est que pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov, ou comme on a dit, on peut casser. On peut casser ces débris qui sont posés une sur l'autre, eh bien, il peut les casser et arriver à son pain. Aval Shabbat en Eruv Eruv, mais pendant Shabbat c'est impossible, donc c'est pas un bon Eruv. Deuxième cas, Nimtza Amafteach, si la clé a été trouvée, Ben Beir Ben Basade, en Eruv Eruv. Aussi bien dans la ville que dans les champs, c'est pas un bon Eruv, selon Tanakama. Selon Tanakama, c'est pas un bon Eruv, parce qu'il n'y a pas moyen d'amener la clé jusqu'à cette armoire en question, aussi bien dans la ville que dans les champs. Selon Tanakama, il ne tient pas de ce qu'on verra tout de suite, qu'il y a quand même un système qui pourrait permettre de porter la clé d'un rajut achid à un autre. Rabbi Eliezer Omer Ba'ir Eruv Eruv, Basaden Eruv Eruv. Selon Rabbi Eliezer, par contre, dans la ville c'est un bon Eruv, dans les champs non. Donc si la clé a été perdue dans la ville, on pourrait trouver un moyen d'amener la clé, mais dans les champs non, il n'y a pas de solution. Et la Gemara s'explique. Ba'ir Eruv Eruv, Rabbi Shimon. Dans la ville, c'est un bon Eruv parce que la clé, on pourrait la transporter jusque l'armoire, comme ce que Rabbi Shimon a dit.
Des Hamar, et enfin on voit ici la halakha spéciale qui nous permet de porter d'un reshut ayachid à un autre dans la ville s'ils ne sont pas habités. Echad Gagot, Vechad Chatzerot, Vechad Karfifot. Donc ici nous avons trois types de reshut ayachid qui ne sont pas habités, comme les toits, comme les cours, comme les Karfifot, comme on a vu dans les parakim précédents. Karfifot, c'est un endroit dans lequel on laisse les bois, un endroit fermé, mais il n'y a pas d'habitation là-bas. Reshut achat en kelim sheshavtu betochan. Tout ça est considéré comme un seul et même domaine pour les objets qui ont été là-bas à l'entrée du Shabbat. Donc on aurait le droit de porter ces objets-là de l'un à l'autre. D'un toit à une cour, d'une cour à un toit, à un carfef, et ainsi de suite. De cette manière-là, on pourrait porter la clé jusqu'à ce qu'on arrive. Il n'y a pas de problème de faire des détours, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de passer par des domaines comme ceci pour arriver enfin à l'armoire. Et donc, de cette manière-là, c'est possible. C'est possible d'accéder au pain. Donc, c'est un bon hérouv. Tandis que Bassadé en hérouv qui est Rabbanan. Dans les champs, c'est pas un bon hérouv, comme Rabbanan. Bon, cette phrase-là, elle est un petit peu problématique. De quel Rabbanan il s'agit? Pourquoi c'est pas un bon hérouv? Le bar, déjà, ici, il efface cette phrase-là. Et les versions qui maintiennent la phrase, il explique d'une de deux manières. Soit, première manière, c'est de dire comme ça. Dans les champs, si la clé était perdue dans les champs, c'est pas un bon hérouv. Pourquoi comme Rabbanan? De quel Rabbanan il s'agit? Il s'agit des Rabbanan qui sont en discussion avec Rabbi. Rabbi, lui, qui a permis pendant Ben Hashmashot de transgresser un des Rabbanan. Les Rabbanan ne sont pas d'accord avec lui. Donc, les champs qui a un carmélite, qui interdit des Rabbanan de porter là-bas, on ne pourrait pas le faire pendant Ben Hashmashot. Donc, Ben Hashmashot, qui est le temps qui fixe les hérouves, il faudrait à cette heure-là trouver moyen de porter la clé. Or, c'est impossible selon Rabbanan, qui pense que même dans un carmélite, il est interdit de porter Ben Hashmashot. C'est pour ça que si la clé est dans un champ, c'est pas un bon hérouv. Deuxième manière d'expliquer que Rabbanan, ce sont des autres Rabbanan, autre sujet. Ce sont les Rabbanan qui sont en discussion à propos de faire passer un objet d'une personne à l'autre dans un Reshut Arabim ou dans un carmélite en marchant moins de 4 amot. Donc si je marche 3 amot, je donne l'objet à quelqu'un d'autre qui va faire encore 3 amot et qui va me le rendre ou qui va donner à quelqu'un une troisième personne et ainsi de suite. De cette manière-là, on trouve un héter, une permission spéciale de porter quand on trouve des tefilines par exemple sur la rue, si c'est carmélite, je pense plutôt carmélite, mais peut-être même Reshut Arabim. En tout cas, ce système-là, il est permis selon un avis, mais pas selon Rabbanan. Selon Rabbanan, ce système-là est interdit. Et c'est pour ça qu'ici, la Gemara dit, dans les champs, c'est interdit, parce que de porter la clé de cette manière-là, en faisant moins de 4 amot, en faisant toujours 3 amot, c'est impossible selon Rabbanan qui ne permettent pas de le faire, donc finalement, il n'y a pas de solution dans les champs. Tandis que dans la ville, il y a la solution comme Rabbi Shimon qui permet de porter d'un chatser à un carfef, d'un carfef à un gag, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à l'armoire. La Gemara propose une autre explication dans notre Mishnah. Rabbi Rav Yosef d'Amret Tarvayu. Rabbi Rav Yosef, eux, explique la Mishnah d'une autre manière. Ici, il s'agit d'une armoire, non pas en briques, mais en bois. Demar Savar Kiliou, Ven Binyan Bekelim, Ven Stira Bekelim. Selon Tanakama qui permet ce hérouv, il pense que l'armoire, c'est un objet, c'est considéré comme un objet. Or, on ne craint pas la construction, la destruction d'un objet. En binyan bekelim, ven stira bekelim. Il n'y a pas de construction, de destruction dans un objet. Il n'y a pas de problème. Donc, il pourrait casser l'armoire, on craint rien, et récupérer son hérouv. Donc, c'est un bon hérouv. Oumar Savar, par contre, Rabbi Eliezer dans la Mishnah qui interdit ce hérouv, lui, il pense, Oelou. L'armoire, même en bois, est considérée comme une tente, comme une pièce, je veux dire comme une chambre. Et donc, c'est interdit, évidemment, de construire ou de détruire cette chambre-là. Et donc, c'est pour ça que le hérouv est pas possible, on peut pas le toucher. Donc, c'est un mauvais hérouv. La Gemara dit d'ailleurs cette question-là, à savoir est-ce qu'une armoire en bois c'est considéré comme un objet ou bien comme une chambre, c'est déjà une ancienne marloquette entre les Tanaïm. D'Etnan, comme nous voyons dans Masechet Zavim. Il s'agit là-bas d'un zav c'est un homme impur. Hikish al gabesh shidat teva migdal tmein. S'il a toqué sur une armoire, donc shida c'est une sorte de charrette, teva migdal sont des sortes d'armoires, tmein c'est devenu impur. Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon Metarin, eux par contre pensent que c'est or. Maïlav bakamiflagé. N'est-ce pas dit la Gemara que en ça ils sont en discussion justement. Mar savar kiliou.
Ou Marsavar Oalou. Celui qui dit c'est tamé, il pense que c'est un objet, donc ça peut devenir tamé par un zav. Celui qui dit que c'est pas tamé, celui qui dit que c'est taor, il pense que c'est Oel, c'est considéré comme une maison, comme une chambre, comme une tente. Or, un zav qui toque sur un mur, il n'a pas rendu la maison tamée. La Gemara refuse cette explication dans la Mishnah de Zavim. La Gemara dit non, on n'a pas de preuve d'ici qu'il y aurait une marloquette à propos d'une armoire si c'est considéré comme un objet ou comme une maison. Amar Abaye Vetisvera, Abaye dit, est-ce que tu penses vraiment comme ça comprendre? Ve'atania, or nous avons une braïta qui dit bien comme ça, qui dit Oel Venisat Tamé. Si c'est un Oel, une tente, qui a été bougée par le Zav, ça devient tamé. Donc ne me dis pas si c'est une tente, ça devient pas tamé quand le Zav a toqué dessus. Le fait que ce soit une tente n'est pas une raison que ça ne soit pas tamé. Si la tente a été bougée par le Zav, elle devient tamé. Kli venonisat taor. Et inversement, si c'est un objet qui n'a pas bougé, le Zav a toqué dessus mais ça n'a pas bougé, ça reste pur, ça reste taor. Donc c'est pas une question ici à savoir est-ce que c'est une tente ou pas une tente, ça change rien. Tout ne dépend que si ça a bougé ou pas, par le Zav. Uktane Sefa, et la suite de cette braïta là, elle dit, Veimayu nisotin tmeim. Si ça a bougé, c'est tamé. Par le Zav, c'est tamé. Zaaklal, voici la règle. Nisat, mahmat kocho tamé. De quelle manière ça a bougé? Si ça a bougé directement par sa force, la force du Zav, ça devient tamé. Si par contre, mahmat reada, taor. C'est-à-dire que le Zav, il a donné un coup par terre, et il y a eu un tremblement et ça a bougé, indirectement par le Zav, c'est taor. Donc en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Que c'est pas une question ici à savoir, est-ce que ça s'appelle un objet, un kli, ou ça s'appelle une tente, peu importe. Si ça a été bougé, c'est tamé, si ça n'a pas été bougé par le Zav, c'est taor. Et la Mara Abaye. Abaye vient expliquer donc la Mishnah de Zavim autrement. Des koule alma et set mahmat kocho tamé. Selon tout le monde, si ça a été bougé directement par la force du Zav, c'est tamé. Même s'il n'a pas touché, il avait des gants, il avait quelque chose qui ne reçoit pas Touma. Le fait que ce soit bougé par le Zav, même avec un bâton, disons, mais c'est mahmat kocho, c'est à cause par sa force, ça devient tamé. Mahmat reada tahor. S'il y a eu un tremblement, donc cette armoire elle a été posée quelque part, qui ce quelque part a tremblé à cause d'un coup qui a été donné par le Zav, c'est indirect, c'est tahor. Ve'acha bereada mahmat kocho askinan. Ici on est en train de parler que l'armoire en question, elle n'a pas bougé, elle a tremblé. Tremblé, ça veut dire elle a tremblé, mais elle est restée sur sa place, sans bouger. Mais il y a eu un tremblement. Et ça a été fait mahmat kocho, avec la force du Zav. Le Zav, il a toqué dessus, avec un bâton, disons. Et donc, il ne l'a pas touché. Et donc, il n'y a pas ici de Touma du toucher du Zav, mais ça a tremblé. Ça a tremblé par la force du Zav. Et c'est là où on rentre dans les discussions. On béa kamiflagé. Voici les marloquets. Des marsavar AV7 ou marsavar la AV7. Celui qui dit que c'est tamé, il pense que c'est 7, ça s'appelle que ça a été bougé par le Zav, même si ça tremblait sans vraiment se déplacer. Et les Chachamim qui ont dit, les Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon qui ont dit Taor, ils pensent que ça s'appelle pas bouger, un tremblement ne s'appelle pas bouger. Donc tout ça, c'est rien à voir avec notre Mishnah. On ne pourra pas céder, on va pas céder de cette Mishnah-là. Elle va pas nous aider en réalité pour chez nous. Là-bas, c'est pas une question de marloquette à savoir est-ce que ça s'appelle un objet ou pas. Donc finalement, revenons à notre armoire. Quelle est l'explication de notre Mishnah? Est-ce qu'il est permis ou interdit pendant Shabbat de détruire, de casser une armoire? En réalité, Rashi explique que ça dépend de la taille de l'armoire. Si elle est spécialement grande, c'est plus un objet. Si elle contient plus que 40 CA, que 40 CA, c'est plus un objet. Si elle est plus petite que ça, alors c'est un objet. Donc finalement, si c'est grand, on ne peut pas détruire. Si c'est petit, on peut détruire. On peut casser pour prendre le hérouf. Donc dans quel cas il y a la marloquette? Répond la Gemara au Matnit Inemai Mokminala. Donc notre Mishnah, dans quel cas on va l'établir? Répond la Gemara Abaye Verava Damre Tarvayu. Abaye et Rava, les deux expliquent notre Mishnah. Beman'ul, il s'agit dans notre Mishnah, il s'agit qu'il y avait là-bas une clé, une serrure avec une clé. Vekatir bematna askinan. Mais s'attacher encore avec une ficelle. Ubay sakina la mifseke. Et il faut un couteau pour couper la ficelle. Donc apparemment, il y avait aussi le système clé
mais la clé a été perdue. Ce qui me reste maintenant, c'est de contourner tout le système de clés et de couper tout simplement la ficelle. Pour couper la ficelle, j'ai besoin d'un couteau. Est-ce que j'ai le droit de porter pendant Shabbat un couteau, même un couteau de cuisine, pour couper la ficelle, oui ou non? Sachant que couper la ficelle, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est un problème de mouktsé vis-à-vis du couteau. Et quel est le problème de mouktsé vis-à-vis du couteau? Alors la Gemara justement s'explique. Tanakama savala ki Rabbi Yossi de Amar, Tanakama qui permet, il pense comme Rabbi Yossi qui a dit, Kol akelim italin ba Shabbat. On peut porter tous les objets pendant Shabbat, chutz mimasar agadol vetet shel machesha. À l'exception des objets qui sont vraiment très, très gardés soigneusement, comme la grande scie, comme les pieux de la charrue. Donc, on les garde spécialement, soigneusement pour pas qu'ils s'abîment. Mais sinon, un couteau de cuisine, tu le prends, tu coupes la ficelle, tout va bien. Donc, le hérouve, il peut être enfermé dans une armoire, même si j'ai perdu la clé, puisque j'ai moyen de contourner cette clé-là en coupant avec un couteau de cuisine la ficelle. Il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin de couper la ficelle, je peux me suffire du fait que je pouvais le faire. Et donc, finalement, c'est un bon hérouve. C'est ce que pense Tanakama. Tandis que Rabbi Eliezer qui interdit, qui considère que ce hérouve n'est pas un bon hérouve, lui, il pense. Rabbi Eliezer, ça parle avec Rabbi Nechemia, dit la Gemara. Il pense comme Rabbi Nechemia qui, dans Moukté, il est très mahmir. De Amar afilu talit, afilu tarvad, même un vêtement, même une louche, une cuillère, selon Rabbi Nechemia, en nitalin el aletor tashmishan. On ne peut les porter pendant Shabbat que pour leur utilisation habituelle. Donc, on ne peut pas utiliser maintenant un vêtement pour autre chose que s'habiller. On ne peut pas utiliser la cuillère pour autre chose que manger avec. Le couteau, il sert à couper les concombres, il ne sert pas à couper les ficelles. Donc les concombres, il n'y a pas de problème, tu peux les couper avec le couteau, mais les ficelles, on ne peut pas les couper selon Rabbi Nechemia avec un couteau, ça s'appelle moukté. Donc Rabbi Eliezer qui pense comme lui, il dira que cette armoire-là, dont on a perdu la clé, la casser c'est impossible, la clé on ne peut pas la porter. Qu'est-ce qui nous reste de couper la ficelle selon Rabbi Nechemia, c'est interdit, donc Rabbi Eliezer dit c'est terminé, c'est pas un bon hérouve. Mishnah suivante. Maintenant, on verra d'autres problèmes, plus graves encore, qui ont touché le hérouve, le pain du hérouve. Ici, le hérouve en question, il s'est roulé, il est sorti du trou. Donc, comment est-ce que la personne en question pourra manger son hérouve? Il ne peut pas manger, il ne peut pas sortir du trou pour le manger. Donc, il a perdu son hérouve. Ou bien, nafal alavgal, il y a une ruine, un mur qui s'est effondré dessus, et finalement, il ne peut pas retirer son hérouve. Onisraf, ou pire que ça encore, le hérouve s'est brûlé. Ou bien, trouma venitmet, c'était une trouma qui est devenue tamé, impure. Mibodium et hérouve, michechachera rézérouve. Ça dépend si ça a eu lieu vendredi avant la tombée de la nuit, et no hérouve. C'est pas un bon hérouve. Mais si ça a eu lieu après la nuit, michechachera rézérouve, c'est un bon hérouve. Im safek, si on est en doute, est-ce que le problème a eu lieu avant Shabbat ou pendant Shabbat ou après la nuit? Rabbi Meir et Rabbi Yehuda omrim arezeh chamar gamal. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda ils disent, il est un chamar gamal. Chamar c'est quelqu'un qui conduit un âne, gamal c'est quelqu'un qui conduit un chameau. Et l'habitude de l'âne et du chameau sont différentes. Il y en a un qui marche devant et un qui marche derrière. Il y en a un qu'il faut tirer et un qui a à amener devant. Et donc, ici aussi c'est pareil. Cet homme-là en question, il est bloqué. Il est bloqué dans tous les sens. Dans le doute, il doit craindre que c'est un bon hérouve et il doit craindre aussi que c'est pas un bon hérouve. Donc si son hérouve a été placé à l'est de la ville, il ne pourra pas s'éloigner du côté ouest de peur que le hérouve est un bon hérouve et que son hérouve finalement, il le bloque vers l'est. Il le retient vers l'est parce que le hérouve dit il habite à l'endroit de son pain. Donc s'il n'habite pas à sa maison, il habite à l'endroit de son pain. Finalement, il n'aura pas les 2000 amotes derrière sa maison à l'ouest. D'autre part, il ne pourra pas s'avancer plus que 2000 amotes en direction d'est en disant c'est un bon hérouve parce on ne sait pas si c'est un bon hérouve. Peut-être que non, c'est pas un bon hérouve. Donc finalement, il a perdu les 2000 amotes de l'ouest et il n'a pas gagné 2000 amotes de plus à l'est. Donc il est tiré des deux côtés, il doit craindre que c'est un bon hérouve, il doit craindre que c'est pas un bon hérouve. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon omrim. Donc en fait, en réalité, c'est comme quelqu'un qui conduit un âne et un chameau en même temps, et il est tiré en avant et en arrière, il est bloqué dans tous les sens. On continue dans la Mishnah, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon omrim, safek hérouve kasher. Eux disent, il n'y a pas de problème, c'est pas la peine de se casser la tête. Tu as un doute si ton hérouve est bon ou pas, nous avons une règle qui dira safek hérouve kasher. Dans le doute, c'est kasher. Donc le hérouve est un bon hérouve,
tu peux avancer à l'est en direction en comptant sur ton Hérouv et avancer en direction de l'est encore 2000 amot de plus. Amarabi aussi, Avtulmus, c'est le nom d'un Chacham, Heid Mishum Chamisha Zkenim, il a témoigné au nom de 5 Zkenim, de 5 grands Chachamim, Al Sfek Hérouv chez Kacher, que les 5 ont dit un doute à propos du Hérouv est Kacher. La Gemara vient expliquer les cas de la Mishnah, un après l'autre. Donc on a vu premièrement, Nidgalgal Chutz la Troum, il s'est roulé en dehors du Troum, on a dit que c'était un problème. On a dit, soit, selon Tanakama, on a dit, il doit craindre que c'est un mauvais Hérouv, ou plutôt disons, selon tout le monde, si ça a eu lieu avant Shabbat, il est clair selon tout le monde que c'est un mauvais Hérouv, que le Hérouv n'est pas bon. Vient dessus Rava ajouter une précision importante. Amar Rava lo shanu la shenit galgal chutz l'arba amot. Ce qu'on a dit que c'est un mauvais Hérouv, c'est que si ça a roulé plus que 4 amot. Aval etoch arba amot, mais si le Hérouv il a roulé en dehors du troum dans les 4 amot, donc il est arrivé à 2003 amot, anoten Hérouvo yesh lo arba amot. Il n'y a pas de problème parce que nous tenons que celui qui place son Hérouv, il a de toute façon 4 amot tout autour de lui. Donc finalement, même si je tiens que il habite à l'endroit de son pain, à 2003 mot de là où il a dormi, de là où il a passé la nuit, de sa maison habituelle, eh bien, le Hérouv, il lui donne une habitation, une maison en quelque sorte, à 4 amot tout autour du Hérouv. Donc ça rentre jusqu'à 1999 amot de sa maison. De son ancienne maison, disons. Donc finalement, il peut marcher pendant Shabbat les 1999 depuis son ancienne maison ou sa fausse maison de Shabbat jusqu'à son Hérouv qui est sa nouvelle maison de Shabbat. Et là-bas, il rentre déjà dans les 4 amot de son Hérouv. Il a fait 1999 amot de marche. Et voilà qu'il est arrivé déjà dans les 4 amot de son Hérouv. Il n'y a pas de problème, c'est sa nouvelle maison. Et donc, avec ça, il peut profiter de son Hérouv et marcher en avant encore 2000 amot. On a vu dans la Mishnah s'il y a un mur de pierre qui s'est effondré sur le Hérouv, etc. C'est un problème si ça a eu lieu avant Shabbat. Kassal Kadaatar, la Gemara pensait dire des Baï Matisha qu'il est, que si vraiment il voulait, il aurait pu le récupérer. Il aurait pu le récupérer, simplement il doit bouger les pierres et jusqu'à qu'il trouve le Hérouv. Les Mamatnitin de l'Okerabi, disons que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi. Des Ikerabi, à Amar, parce que si ça allait comme Rabbi nous a bien dit, Kol Davar Shu Mishum Shvut, le Gazwala Vanash Mashot, tout ce qui est interdit Midrabanan, n'a pas été décrété, n'a pas été interdit pendant Benash Mashot. Donc, Benash Mashot, qui est le moment essentiel pour fixer le Hérouv, c'est un moment où il avait le droit d'ouvrir, de bouger les pierres pour retrouver son Hérouv, puisque ce n'est qu'un Issour des Rabbanan pendant Shabbat. Donc finalement, pourquoi est-ce que tu dis c'est pas un bon Hérouv? Répond la Gemara Afilut Emaki Rabbi. Même si tu veux dire que notre Mishnah va comme Rabbi, notre Mishnah a eu quand même besoin d'enseigner ce problème. Des Baïmara Vechatzina. Il faut vraiment venir avec des outils, une pioche, une hache, et il ferait un travail interdit minatora, ce qui, selon tout le monde, est interdit même Benash Mashot. Donc ici, vraiment, c'est vraiment un problème. Si ça a eu lieu avant Shabbat, il n'a pas moyen, même pendant Benash Mashot, même selon Rabbi, de ressortir son Hérouv de là-bas. Utsriche, la Gemara dit, nous avons besoin dans notre Mishnah de tous ces cas-là, tous les cas qui ont été cités dans la Mishnah, tous les cas où le Hérouv a été en réalité mis en problème, il ne pouvait pas l'atteindre. Selon toutes ces manières-là de la Mishnah, on a besoin de tous ces exemples-là. Soit qu'il est sorti du troum, soit qu'il y a un mur qui est tombé dessus, soit il a été brûlé, soit c'est une trouma qui est devenue impure. Deitana, la Gemara explique, Deitana nit galgel, si on avait eu que le premier cas où ça a roulé en dehors du troum, Mishum delet agabe, c'est parce que, je redis parce qu'il n'est pas à côté de lui. Le Hérouv n'est pas avec lui. Donc c'est là où il y a le problème. Avanafa lavgal deitegabe, mais dans le cas où c'est que un mur, une ruine qui est tombée sur lui, alors j'aurais pu croire que puisque le Hérouv il est quand même à côté de lui dans les 2000 amot, il n'est pas vraiment de problème. Emma le Hérouv, j'aurais pu croire que c'est un bon Hérouv, même s'il est un peu caché là-bas, un peu enterré là-bas. Veitana nafa lavgal, si on avait enseigné que ce cas-là, j'aurais dit Mishum Demir, c'est parce qu'il est quand même caché, il est couvert. Avalnit galgel. Mais quand dans le premier cas de la Mishnah où il s'est roulé en dehors du troum, j'aurais pu croire que c'est pas vraiment un problème. Zinindati zika, il se peut des fois que vient un vent, ou maïtile, et qui ramène le Hérouv dans le troum. Et malève Hérouv, donc j'aurais pu croire que c'est un bon Hérouv. Tzricha, on a eu besoin d'enseigner que même ce cas-là, c'est pas un bon Hérouv. C'est un problème si ça a eu lieu avant Shabbat. Onisraf, on a vu encore dans la Mishnah où bien ça a été brûlé.
Trouma venitmet ou bien trouma qui est devenue impure. Là, Mali, pourquoi est-ce que j'ai besoin de ces deux cas de plus? Répond la Gemara, Tanan Israf le diara. On a enseigné le cas où il s'est brûlé, où là vraiment, il n'y a plus rien à faire. Le Odiacha, on tourne la page. Le Odiacha Koro de Rabbi Yossi, pour t'apprendre la force de Rabbi Yossi, qui même dans le cas où c'était brûlé complètement, Rabbi Yossi pense que dans le doute c'est kasher, dans le doute si ça a eu lieu avant Shabbat ou pas c'est kasher, et Tana Trouma venitmet le Odiacha Koro de Rabbi Meir, et enfin le cas de la Trouma qui est devenue impure, ce cas-là vient nous apprendre le Chidouche de Rabbi Meir qui pense que même dans ce cas-là, où la Trouma elle est vraiment là, elle est présente devant nous, plus que ça encore, on devrait dire que dans le doute, tu la laisses sur son statut d'avant, donc sur sa chazaka, où elle était pure, et donc tu devrais dire qu'à l'entrée du Shabbat c'était encore pur. Et malgré tout, Rabbi Meir dit, il n'y a rien à faire, il a un problème, dans le doute, il doit craindre son hérouv, il doit craindre que ça a eu un bon hérouv, que c'est pas un bon hérouv, et il est bloqué dans tous les sens. Donc ce cas-là de Trouma venitmet, d'une Trouma qui est devenue impure, est venu pour nous apprendre la force de Rabbi Meir qui craint même ce cas-là. Et là, la Gemara, elle va bien rentrer dans les raisonnements de Rabbi Meir. Est-ce qu'on doit craindre, on ne doit pas craindre à propos d'une Trouma qui est devenue impure, ou bien d'ailleurs dans tous les autres cas aussi. Mais ça va, Rabbi Meir, est-ce que Rabbi Meir pense vraiment que dans les doutes, on doit prendre la Khumra, on doit craindre que ça ait eu lieu avant Shabbat, déjà le problème. Ve'atnan, nous avons une Mishnah dans Mikvaot. La Mishnah dans Masechet Mikvaot nous dit, la halakha suivante. Tamesh yara litbol, un homme impur qui est descendu, se tremper dans le mikvé. Ça fait que Taval, ça fait que le Taval. Il a un doute, il s'est trempé ou pas. Il y a son ami qui lui a dit oui, mais je pense que j'ai vu un cheveu dehors. Mais je sais pas vraiment, je suis pas sûr. Donc il est en doute, est-ce qu'il s'est trempé ou il s'est pas trempé. Il a fait le Taval, même s'il s'est trempé, il sait qu'il s'est trempé, et pas de problème. Ça fait que Taval Barbaim Sea, ça fait que le Taval Barbaim Sea. Et il sort du mikvé, et voilà qu'il y a un doute, est-ce que vraiment il y avait les 40 Sea dans le mikvé ou bien il en manquait. De même, dans un cas où il y avait deux mikvaot, dans un mikvé, on sait qu'il y a la quantité suffisante d'eau, et dans le deuxième, il y a un mikvé pas soude, pour n'importe quelle raison, ou comme celle-ci, où par exemple, il n'y avait pas 40 CA. Donc, c'est pas un mikvé, en fait. Il s'est trempé dans un, il ne sait pas dans lequel. Sfeko tamé, dans le doute, il est tamé, dit la Mishnah. Bamed varim amurim, la Mishnah là-bas précise. De quel cas il s'agit? Betuma chamura. Que dans un cas où il était tamé minatora. Aval betuma kala, mais dans un cas où sa touma n'est que midirabanan, on ne dira pas que dans les doutes il est tamé. Kegon, dans quel cas je dis qu'il est tamé midirabanan? Kegon sheachal ochalin tmein veshatam ashkin tmein. Quelqu'un qui a mangé des aliments impurs ou qui a bu des boissons impures. Ça le rend impur que midirabanan, pas minatora. Il va se tremper au mikvé, il ne sait pas, comme on a dit, si il s'est bien trempé, il s'est mal trempé, c'est un bon mikvé, c'est un mauvais mikvé. Ou bien, deuxième exemple d'une touma de rabanan, ve'aba rochev verubo b'maim sheuvin. Quelqu'un qui s'est trempé au mikvé aujourd'hui, et après s'être trempé dans un bon mikvé, il est allé, et il s'est baigné. Il s'est baigné dans une baignoire, rochev verubo, sa tête et la majorité de son corps, dans de l'eau puisée qui est un mauvais mikvé, les chachamim ont décrété que ça le rend impur, de peur que les gens disent, parce qu'à l'époque, la Mishnah, la Gemara dans Shabbat explique, à l'époque les gens se trempaient dans les grottes, c'était de l'eau très sale. Après ça, ils allaient se baigner pour se laver, se rincer. Et donc, avec le temps, ils risquaient de dire que ce qui les purifie, c'est l'eau propre, pas l'eau sale. Ils allaient oublier l'eau sale, qui est en fait l'eau du mikvé. C'est pour ça que les chachamim ont décrété quelqu'un qui se trempe au mikvé. Si ensuite il se baigne, il se rince, il devient tamé midrabanan. Donc ça, c'est un cas de Touma Midrabanan, quand il est rentré dans de l'eau puisée, donc dans de l'eau qui n'est pas de l'eau de mikvé. Ou bien, il s'est rincé, disons, Shenafel Rochev al Rubo, a été versé sur sa tête et la majorité de son corps. Shlosha Lugin, 3 Lugim, ça peut être 1,5 litre, même moins que ça peut être, c'est très, très peu. Maim Shouvin, d'eau puisée. Veyara ditvol, et après ça, il est allé se tremper au mikvé pour se purifier de cette touma midrabanan, d'une de ces toumot midrabanan. Donc il est allé se purifier, il s'est trempé au mikvé, et là est arrivé le doute en question. Ça fait que Taval, ça fait que le Taval. Il ne sait pas si s'est trempé oui ou non. Vafilu Taval, même si oui, ça fait que Taval Barbaim Sea, ça fait que le Taval Barbaim Sea. Il ne sait pas si s'est trempé dans 40 CA ou pas. Vechen shne mikvot, de même s'il y avait 2 mikvot, be'achat esh barbaim sea ou be'achaten barbaim sea, dans une il y avait la quantité suffisante et dans l'autre non. Mais taval be'achat men ve'neodea bezemen taval, il s'est trempé dans un mikvé, il sait pas dans un de deux, il sait pas dans lequel.
Feko Taor, dans le doute, il est Taor, puisque ce n'est qu'une Touma de Rabanan. Dans le doute, on considère que c'est bon, il est Taor. Rabbi Yossi Metame. Lui, Rabbi Yossi dit que même dans une Touma de Rabanan, il est quand même Tamé. Donc en tout cas, ici, nous avons une contradiction dans Rabbi Meir. Ici, le Tanakama, en général, c'est Rabbi Meir. Tanakama d'une Mishnah, si c'est pas précisé qui c'est qui l'a dit, c'est Rabbi Meir. Donc voilà Rabbi Meir qui tient que dans le doute, il est dans un Derabanan, il est Taor, on n'est pas Mahmir. Comment ça se fait qu'à propos du Hérouv Troumin qui n'est que Derabanan, Rabbi Meir il craint le doute et il dit que dans le doute il doit craindre peut-être qu'il était un bon Hérouv, peut-être qu'il était un mauvais Hérouv, il est bloqué à l'est, il est bloqué à l'ouest comme ce qu'on a dit. Pourquoi est-ce que Rabbi Meir il est Mahmir dans le Derabanan du Hérouv alors qu'à propos du Mikler, Rabbi Meir n'a pas été Mahmir, au contraire, il a dit dans le doute il est Taor. Répond la Gemara, tout simplement, qu'Assava Rabbi Meir Troumin de Horaït Alinu. Rabbi Meir pense que les Troumin, c'est interdit de la Torah de sortir du Troum. Et c'est pour ça que dans le doute, effectivement, il faudrait être Mahmir, il faudrait craindre. Demande la Gemara, Vestava Rabbi Meir Troumin de Horaït, est-ce que Rabbi Meir pense vraiment que les Troumin c'est Minatora? Ve'atnan, or nous avons une Mishnah qui dit, Im en yachol le'avlio. S'il y a un fossé, un grand trou, et lui il vient mesurer son troum, alors qu'en dehors de la ville, il doit traverser un endroit très profond. Comment on mesure cet endroit-là? Est-ce que on le mesure à vol d'oiseau, par en haut, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le trou, et dans ce cas-là on gagne toute cette distance-là, ou non, ou bien il faut justement rentrer et perdre tout ça dans le trou. Toute la descente et la remontée, tout ça est compté et inclus dans les 2000 amot. Bezou, dit l'Agmal, donc l'Agmal ramène ici une Mishnah qui dit à propos de ce cas-là, Im en yachol lavlio, si, en fait ici la Mishnah, l'Agmal, elle rentre au milieu du sujet. Im en yachol lavlio, ça veut dire s'il n'arrive pas à surmonter ce trou-là en mesurant au-dessus. Donc ça veut dire qu'a priori, c'est sûr que on mesure au-dessus. Mais on a un problème, c'est qu'on est limité, parce qu'on ne mesure le troum qu'avec des cordes qui font 50 amot. Et des fois, la distance d'un côté à l'autre de ce grand trou-là, de ce grand fossé, c'est plus que 50 amot. Donc il ne peut pas avaler, il ne peut pas inclure le fossé dans les mesures. Donc comment on fait? Ici, Rabbi Yossi a dit au nom de Rabbi Meir, donc voilà, on est curieux de savoir ce que Rabbi Meir dira dans ce problème. J'ai entendu qu'on perce dans les montagnes. Alors on perce, ça ne veut pas dire qu'on vient avec un tracteur maintenant pour percer dans la montagne, mais ça veut dire qu'on mesure comme si je perçais dans la montagne. Si je ne peux pas vraiment mesurer au-dessus, alors je calcule en voyant, en évaluant comment ça aurait donné si j'étais en vol d'oiseau, en droit. Là-bas, la Mishnah dit, on prend une corde de 4 amot, et deux personnes tiennent les deux bouts de la corde. La personne d'en haut, donc sur cette pente-là, il y a une personne qui descend, une personne qui monte. Il y en a un qui tient la corde sur son cœur, et l'autre qui la met à ses pieds, et donc ça fait plus ou moins que la corde elle est droite. Et ainsi de suite, il remonte ensuite, et à nouveau, la personne qui avait à ses pieds, il met la corde à son cœur, et celui qui est plus loin que lui, plus haut, il la met à ses pieds, ainsi de suite. Donc on voit ici que on cherche à faciliter le troum. On cherche au contraire à prendre des coulottes dans le troum. On ne va pas dire tu mesures la pente telle quelle. On va la compter comme s'il n'y avait pas de pente. Si vraiment tu pensais que les troumin étaient interdits de la Torah, est-ce que vraiment on aurait pu faire ce système-là qui marche comme si tu perçais dans la montagne, c'est-à-dire tu regardes tout droit le troum et pas en pente comme la montagne? Comment est-ce qu'on aurait pu dire une chose pareille si le troum c'était interdit minatora? Je reprends. Nous avons un autre cas dans lequel aussi il faut prendre des mesures, il faut mesurer les choses. Et ce sont des halachot qui sont minatora cette fois-ci. Donc nous avons deux exemples où là-bas la Torah exige de mesurer les distances, et dans ces cas-là, vient Rav Nachman et dit en mekadrin, on ne perce pas, on vérifie, on mesure les pentes en pente telles qu'elles sont. Donc quels sont les cas? Premièrement, l'obéaré miklat, ni les villes de miklat. Les villes de miklat,
c'est quelqu'un qui a tué Beshogeg, il se sauve dans une ville dans laquelle il est protégé des proches du mort, de celui qui a été tué, qu'ils ne puissent pas rentrer, ils n'ont pas droit à ses proches de rentrer là-bas pour se venger et le tuer, et tuer l'assassin, et tuer celui qui a tué Beshogeg. Donc, il a le droit de se sauver dans ces villes-là. Au contraire, il doit se sauver dans ces villes-là pour se protéger. Maintenant, les villes en question, elles protègent non seulement dans la ville elle-même, mais même aux 2000 amot tout autour de la ville. Même son troum protège. C'est-à-dire que si celui qui a tué, il se trouve dans le troum de ces villes-là, eh bien, quand le proche du mort le retrouve là-bas, il ne pourra pas le tuer. Il n'aura pas le droit de le tuer. Et là-bas, on dit que justement, il faut mesurer ça en pente, tel que c'est. Sans faire toutes sortes de coulottes où on considère comme si c'était droit. Velo begla roufa, ni même, à propos de la egla roufa, c'est la génisse qu'il faut casser la nuque. Il s'agit là-bas d'un mort qui a été trouvé entre deux villes. Il a été tué entre deux villes. On ne sait pas qui est la ville la plus proche qui doit amener la egla roufa pour se faire pardonner. Et donc là-bas, il faut mesurer. Et à nouveau, on ne va pas mesurer comme ce qu'on a dit en perçant les montagnes, comme ce qu'on a dit. On va mesurer les pentes telles qu'elles sont. Pourquoi? Mipnei shen shel Torah. Car ces mesures-là sont des mesures minatora. Donc on ne peut pas tricher. Alors comment ça se fait que Rabbi Meir dit à propos du troum qu'on peut oui faciliter la mesure en disant tu regardes par en haut comme si c'était droit? Ça prouve que Rabbi Meir pense que le troumin c'est midérabanan, c'est pas minatora. Si c'est midérabanan, revient la question pourquoi dans le doute Rabbi Meir il est mahmir dans le troumin, alors que dans le doute du tamé midérabanan, si c'est trempé ou pas, Rabbi Meir dit qu'il est taor. Répond la Gemara, lokashia. Hadide haderabe. En réalité, c'est une marloquette entre Rabbi Meir et son maître. Donc la contradiction de Rabbi Meir, c'est pas vraiment une contradiction de Rabbi Meir lui-même. Il y a une halakha qui a été citée au nom de son maître, et une halakha qui a été citée par Rabbi Meir lui-même. Et la Gemara va ajouter une précision importante dessus, elle va s'expliquer immédiatement. Dikanami, d'ailleurs, on le voit d'ailleurs dans les Mishnayot que dans un des deux cas, c'est pas l'avis de Rabbi Meir lui-même, mais c'est celui de son maître. Dektane bezoam Rabbi Dustai barianai mishum Rabbi Meir, comme on a vu à propos du Troum, où là-bas Rabbi Meir il avait fait une coula spéciale, comme on a dit, de mesurer en perçant en quelque sorte les montagnes, en voyant comme si c'était droit. Et là-bas, cette halakha qui a été citée au nom de Rabbi Meir, on a encore un mot de plus. Rabbi Dustai a dit au nom de Rabbi Meir, Shamati. J'ai entendu, dit Rabbi Meir. Donc c'est pas je pense, c'est j'ai entendu de mes maîtres. Chez mes kadrin beharim, que l'on perce dans les montagnes. Shmamina, tu entends de là que la koula, dans le Derabanan, elle n'est pas la vie de Rabbi Meir lui-même, mais celle de ses maîtres. Lui, il est mahmir comme ce qu'on a vu dans notre Mishnah. Donc dans notre Mishnah, si j'ai un doute sur le Hérouv, Rabbi Meir il est mahmir, même dans le Derabanan. Tandis que, non pardon, pas même dans le Derabanan, c'est-à-dire que Rabbi Meir il pense que le Troum c'est de Horaïta. Rabbi Meir il pense que les Troumin c'est Minatora, c'est pour ça que dans le doute on est mahmir. Tandis qu'à propos du mikveh, on a dit que si Satouman était que Miderabanan, dans le doute il est Tahor. Est-ce que Rabbi Meir il a été mekil même dans les Troumin de mesurer, comme on a dit, en vol d'oiseau, en droit et pas en pente? C'est Rabbi Meir au nom de ses maîtres. Eux pensent que les Troumin c'est des Rabanan, donc on peut prendre cette coup-là. Mais Rabbi Meir lui-même qui pense que c'est Minatora, il ne sera pas d'accord avec ça. Verami de Oraïta, on continue dans la Gemara. La Gemara maintenant elle pose une contradiction de Rabbi Meir à propos d'un de Oraïta, d'une interdiction de la Torah. Est-ce qu'on est mahmir dans le doute, oui ou non? Et la Gemara elle ramène la contradiction. Les Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, nous avons une contradiction d'Etnan. Car nous avons une Mishnah qui dit Naga be'echad balayla, il a touché quelqu'un qui a touché une personne dans la nuit. Veno yoder im chay imet. Il ne sait pas si il a touché un vivant ou un mort. Ou le machar ishkim, le lendemain matin, il s'est levé bientôt, il a vu qu'il était mort. Il se demande est-ce qu'il avait touché quand il était déjà, est-ce que quand il avait touché, il était déjà mort ou il était encore vivant. Et il faisait nuit, donc il voyait pas. Il sait pas. Rabbi Meir meter, vachachamim metam'in. Rabbi Meir dit qu'il est hors, il est pur, cet homme-là qui l'avait touché, il peut considérer que le mort était encore vivant. Selon Chachamim, il est impur. Chez Kol Atmeot, Kishat Metiatan, Chachamim s'explique en disant, tout ce qui est Touma, tu considères comme ce qu'on l'a trouvé. Tu l'as trouvé mort, tu dois craindre qu'il était mort déjà
depuis le doute. Depuis le moment où on commençait à être en doute, est-ce qu'il est vivant ou mort, tu considères qu'il était déjà mort. Donc voilà ici que Rabbi Meir, dans une Touma Midoraita, la Touma d'un mort qui est une Touma de la Torah, Rabbi Meir dans le doute il considère qu'il est Tahor. On ne comprend pas pourquoi est-ce que, à propos du mikveh, Rabbi Meir avait dit, s'il s'est trempé, il ne sait pas dans quel mikveh, il ne sait pas s'il s'est bien trempé ou pas, dans le doute il est tamé. On avait dit que s'il était tamé minatora et qu'il est venu se purifier, il s'est trempé dans un mikveh, il ne sait pas lequel, eh bien dans le doute, Rabbi Meir avait dit, il est tamé. Or ici, Rabbi Meir dit dans le doute s'il a touché un mort ou pas, il est Tahor. Donc c'est une contradiction de Rabbi Meir dans une Touma Midoraita. Amar Rabbi Yirmiyah répond la Gemara, Mishnatenu shaya alea sheret kol ben hashmashot. Dans notre Mishnah, il s'agit qu'il y avait un reptile mort, tout Ben Hashmashot, depuis le début jusqu'à la fin de Ben Hashmashot. Donc Ben Hashmashot, c'est le moment qui est en doute, est-ce que il fait encore jour ou il fait déjà nuit. Et la Touma était dessus, sur cette Trouma en question, sur ce hérouf de Trouma, tout Ben Hashmashot. Et donc, on est certain que c'était tamé avant Shabbat. C'est pour ça que Rabbi Meir, dans ce cas-là, il tient que le hérouv est un mauvais hérouv. Puisque pendant toute la durée de Ben Hashmashot, c'était tamé. Hier, il disait comme ça, demande la Gemara, Be'alema Rabbi Yossi, ça fait qu'hérouv kacher. Est-ce que Rabbi Yossi dira ici que dans le doute c'est kacher? Pourquoi ça serait kacher? Il n'y a pas de doute. Tu sais que le hérouv il est tamé. Donc évidemment que c'est un mauvais hérouv. Répond la Gemara. Il s'agit d'un cas spécial. Rabba et Rabbi Yosef d'Amret Arbayou. Acha, de quoi il s'agit ici, disent Rabba et Rabbi Yosef, tous les deux. Il s'agit ici, il s'agit ici de deux couples de témoins. Deux témoins d'un côté et deux témoins de l'autre. Achat Omer et Odium Nitmea. Un témoignage, donc deux témoins qui disent, il a été tamé avant Shabbat. Ve'achat Omer et Mishechashecha. Et l'autre qui dit, non, c'était que à la nuit que la tourma est devenue tamée. Et donc, dans ce cas-là, c'est différent de celui qui avait touché la personne au milieu de la nuit sans savoir s'il était vivant ou mort. À propos de celui qui a touché le mort, ou celui qui a touché au milieu de la nuit, la personne en question, là-bas, je peux dire, tu le laisses dans son statut d'avant où il était vivant. Donc on le laisse sur sa chazaka qu'il était vivant. Là, effectivement, Rabbi Meir dira qu'il est tahor. Mais chez nous, tu peux pas facilement dire, on considère comme si la tourma était tahora parce que son statut d'avant était tahor jusqu'à ce que c'est devenu impur. Non. Voilà deux témoins qui disent que avant Shabbat, déjà, c'est devenu impur. On peut pas ignorer les deux témoins en question. Les deux témoins là en question, ils viennent casser quelque part un peu la force de la chazaka. Et puisque on a perdu la force de la chazaka qui est son statut antérieur, donc son statut d'avant, sur lequel on aurait tendance de s'appuyer, de s'aider en disant certainement c'est resté comme ça. Non, on peut plus dire ça parce que j'ai deux témoins contre ça. Donc selon Rabbi Meir, dans ce cas-là, dans le doute, c'est un mauvais hérouv. Rabbi aussi, lui, il pense que c'est un bon hérouv parce que finalement j'ai deux témoins contre deux. Deux contre deux, ils tombent tous les quatre. Et tu la laisses la tourma telle qu'elle était jusqu'à présent, donc elle était théora. Ça va nous répondre à la contradiction de Rabbi Meir pour faire la différence entre le cas où j'ai deux témoins contre deux qui sont en train de discuter ici sur la Touma, qui est un cas plus grave que dans le cas où tout simplement il a touché quelqu'un au milieu de la nuit, où là vraiment on pourrait vraiment s'appuyer sur la chazaka parce qu'il n'y a personne qui va contre la chazaka. Donc dans notre Mishnah, qu'il y a deux témoins qui disent quand même que ça a été tamé avant Shabbat, et deux qui disent pendant Shabbat, on craint les témoins qui disent que c'est tamé avant Shabbat, et donc c'est un mauvais hérouv. Deuxième réponse dit la Gemara Rava Amar. Atam, il y a une différence entre les cas. Atam tre chazake le kula. Là-bas, nous avons deux chazakot pour la kula. À propos de celui qui a touché quelqu'un au milieu de la nuit, nous avons deux fois une chazaka pour considérer qu'il est tahor, c'est pour ça qu'Abi Meir dit qu'il est tahor. Premièrement, la chazaka de l'homme qui a été touché et que jusqu'à présent il était vivant. Donc on le laisse sur son statut antérieur, sur sa chazaka, en considérant que certainement il était encore vivant jusqu'au plus tard possible. Et donc la personne qui l'a touché au milieu de la nuit, dans le doute, tu peux considérer qu'il était encore vivant et que donc cette personne n'est pas tamée. Plus que ça encore, nous avons une autre chazaka qui est que la personne qui a touché était tahor jusqu'à présent. Donc on le laisse sur sa chazaka qu'il était tahor. C'est pour ça que Rabbi Meir ici dit que dans le doute il est tahor.
Tandis que Ve'acha, chez nous, à propos du Hérouv, donc du Hérouv de la Trouma qui est devenu Tmea, Chada Chazaka le Kula. Nous n'avons qu'une seule Chazaka pour la Kula, c'est de dire, jusqu'à présent, la Trouma était Théora, et tu la laisses sur sa Chazaka qu'elle était Théora, mais une Chazaka seule est insuffisante pour basculer le doute d'un côté. Donc c'est pour ça que ici Rabbi Meir va craindre les témoins qui disent qu'elle était Tmea avant la nuit déjà, avant Shabbat, et c'est pour ça que Rabbi Meir dans ce cas-là dit que c'est un mauvais Hérouv. Donc à propos de la Trouma, on dit que c'est un mauvais Hérouv parce que je n'ai qu'une seule Chazaka pour purifier la Trouma, tandis qu'à propos du mort, là-bas j'ai deux Chazakot, pour supposer qu'il n'était pas encore mort. La première, c'est de dire qu'il était vivant jusqu'à présent. La deuxième, c'est de dire que la personne qui l'a touché était jusque-là, la personne qui a touché était jusque-là Tahor. C'est pour ça que dans ce cas-là, Rabbi Meir dit, dans le doute, il est Tahor.